Bonjour, nous sommes actuellement avec Maître Ciro Perelli, avocat au barreau de Milan et de Paris, spécialiste en droit pénal, procédure pénale internationale. Maître, bonjour. Vous venez nous parler de deux affaires essentiellement sur le point de vue du droit, qui est votre spécialité, notamment on va commencer par l'affaire Mila. Voilà, et sur le droit au blasphème. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le droit au blasphème, maître? Oui. Alors, tout d'abord, bonjour. Il faut absolument comprendre une chose, avant justement d'aboutir le discours sur la blasphémie. Il faut absolument comprendre qu'est-ce que ça veut dire et quel est le concept, d'un point de vue, bien sûr, de la législation concernant la liberté des religions. Alors, vous savez que la liberté des religions, la liberté des cultes ou la liberté des croyances désigne la manifestation d'un droit qui est le droit subjectif. Ça veut dire le droit des personnes de choisir et de pratiquer la religion qu'ils souhaitent. Alors, nous avons quand même dans notre système de législation, je vais vous indiquer, voilà, quelles sont les sources du droit en matière des libertés des religions, des cultes, des pensées et des consciences, qui nous permet justement de pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire liberté des religions, et puis après, bien sûr, qu'est-ce que c'est la blasphémie. Alors, tout d'abord, il ne faut pas oublier la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme, donc, d'un point de vue mondial, qu'est-ce qu'il prévoit? Ou qu'est-ce qu'il garantit? Il garantit que toute personne a le droit à la liberté, n'est pas seulement d'échanger des religions, mais ont le droit de penser, pratiquer, non que la conscience de la religion. C'est-à-dire, la Convention universelle garantit que toute personne n'est pas seulement un droit à la liberté de manifester, bien sûr, leur pensée, leur conscience et leur culte, mais ils ont aussi un droit d'échanger ces types de libertés de religion. Donc aujourd'hui, je peux être un chrétien de bonne foi, mais demain, je peux me retrouver à être un croyant de l'islamisme, il n'y a aucune faute. Parce que d'un point de vue des principes universels, j'ai la possibilité et le droit de manifester ma conscience et ma pensée dans la religion que je souhaite. Et puis après, il n'y a pas seulement la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il ne faut pas oublier que nous avons la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme, comme la Déclaration universelle, il prévoit en même temps la liberté des consciences, la liberté des cultes, la liberté des pensées. La conscience, le pensée et le culte représentent la liberté des religions. Et puis, au-delà de la Déclaration universelle au niveau monde, au-delà de la Déclaration des droits de l'homme au niveau Europe, nous n'oublions pas que nous sommes en France et que nous avons aussi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Une déclaration qui remonte au 1789, c'est-à-dire au moment de la Révolution française. Et, pareil, même d'un point de vue, disons, de la loi nationale, de la loi locale, nous avons les mêmes principes, c'est-à-dire le respect du droit subjectif, le respect du droit de la personne de pouvoir manifester sa conscience, sa pensée et son culte comme il le souhaite. Qu'entendez-vous mettre par subjectif, Subjectif, le droit? Voilà. Le droit subjectif, c'est le droit qui appartient à la personne. C'est-à-dire, la personne, elle est libre d'agir, la personne, elle est libre de satisfaire avec ses pensées et ses actions, dans ces cas-là, la liberté de religion qu'il souhaite. Donc, c'est quelque chose qui appartient à l'individu. C'est pour ça, parce que nous avons dans notre système, bien sûr, juridique,
un droit subjectif et un droit objectif. Le droit subjectif, c'est le droit qui appartient à la personne directement, c'est-à-dire à la personne qui manifeste avec son action, avec sa pensée, avec sa conscience, dans ces cas-là, la liberté de religion, l'expression religieuse. Mais attention, vous m'avez justement posé une question importante, la blasphémie. Alors, vous voyez, je ne pouvais pas aboutir le discours sur la blasphémie si on n'aboutit pas à un discours à 360 degrés sur la liberté de religion. Mais, sur la blasphémie, je vais déjà vous rappeler qu'il y a des États dont la blasphémie n'est pas considérée une faute pénale. Je vous rappelle les États-Unis, je vous rappelle l'Angleterre, je vous rappelle l'Écosse. Il y a des autres pays où la blasphémie elle est considérée une faute pénale tellement grave que la personne risque la peine de mort. Prenons les pays des religions islamiques. Et puis il y a l'Europe. N'oublions pas l'Europe. De plus en plus dans les années, disons après la Deuxième Guerre mondiale, le Conseil d'Europe a recommandé que tous les pays membres de l'Union européenne doivent adopter de plus en plus la liberté d'expression religieuse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que si moi je suis un chrétien et je suis contre la religion islamique, ou pourquoi pas la religion de Mahométo, ou n'importe quelle religion, l'orthodoxe, je ne peux pas être sujet à une procédure pénale. Quel rôle joue alors l'idée même maintenant d'islamophobie, cette idée récente, hein, l'islamophobie? Voilà. Et alors, comment ça s'articule aujourd'hui dans le droit? Qu'est-ce qu'on risque? À quel moment on peut faire l'islamophobie ou pas? Bien sûr. Alors, la question, elle est très pertinente et je vais vous donner une réponse, je pense, concrète par rapport au marché, par rapport à la modernité de la parole blasphémie. Alors tout d'abord, il faut dire que toutes les religions, il faut les respecter. L'islam, c'est une religion qu'il faut qu'il soit respecté. Les gens qui sont orthodoxes, c'est une religion qu'il faut qu'ils soient respectés parce que nous avons quand même des principes constitutionnels, européens et mondiaux qui tutèlent et garantissent ce type de religion. Alors, on parle de l'islamophobie, mais on peut parler même des gens qui sont contre la religion chrétienne ou contre la religion de Mahométo. C'est toujours le même principe. C'est-à-dire, à partir du moment que ma pensée, ma conscience, mon culte et ma religion n'empêchent pas, et surtout mon expression religieuse, à partir du moment qu'il ne comporte pas une dommage, voilà, à l'égard de la personne qui, différemment par rapport à moi, manifeste et s'exprime dans une autre religion, je ne peux pas être puni ou sanctionné pénalement. Pourquoi? Parce que je peux être un chrétien, je peux avoir une idée sur la religion orthodoxe, mais à partir du moment que ça reste une idée, à partir du moment qu'il y a une confrontation sur les religions, et à partir du moment que la confrontation reste sur la conscience et sur le culte, je ne suis pas en train de créer un dommage à la personne orthodoxe. Oui, c'est l'individualisation finalement. Exactement, parce qu'à partir du moment que ma pensée, ma conscience et mon culte, et donc l'expression de la liberté religieuse, disons, déclenche une dommage à l'égard de la personne dont je suis en train de me confronter par rapport à la religion, un dommage qui peut être moral, mais qui peut être aussi matériel, parce que je peux, comment dire, je peux essayer d'attenter la personne d'un point de vue de sa dignité morale, mais je peux aussi penser d'attenter la personne d'un point de vue de, comment dire, sa tutelle, la sauvegarde de la personne. C'est-à-dire, les pays des religions islamistes, aujourd'hui, ils sont contre la religion chrétienne. Alors, je peux bien comprendre que je vais me confronter avec un homme
qui professe la religion islamiste, je vais bien comprendre pourquoi lui, il est contre moi. Et si le discours entre nous, ça reste ça, il n'y a pas de faute pénale. Mais à partir du moment que je peux insulter la personne, que je peux attenter à sa dignité, à sa moralité, ou éventuellement que je décide de manifester physiquement contre la personne, et alors là, on rentre dans une faute pénale parce que justement, on va créer quand même un dommage à la personne. Donc là, c'est répréhensible. Exactement, exactement. Et donc dans l'affaire Mila, effectivement, on rappellera que le parquet a ouvert une enquête et finalement, elle a été classée sans suite suite à ça. Exactement. Encore un mot à rajouter, maître, sur l'affaire Mila? Oui, alors sur l'affaire Mila, le mot que je vais rajouter, et donc qui appartient à la première question que vous m'avez posée, est-ce que la blasphémie, c'est un crime ou pas un crime? Même, je crois, monsieur le président Macron, il y a quelques jours, dans une interview, il a dit blasphémie, no crime. Mais pourquoi? Pas parce que c'est la pensée de monsieur le président, simplement parce qu'aujourd'hui, nous avons des lois ad substantiam, donc ça veut dire, comme on dit les latins, par écrit, qui nous permet de comprendre quelle est la fourchette entre une liberté des pensées, des religions, des cultes qui respectent la loi, et à partir d'à quel moment nos consciences, nos cultes et nos religions vont au-delà des aspects, vont au-delà, comment dire, de la tutelle législative. D'accord. On va parler d'une autre affaire, oui. Une autre affaire très médiatique qui agite ce pays, l'affaire Benjamin Griveaux, qui d'ailleurs, tout le monde le sait maintenant, qu'il a obligé à se retirer à la course de la mairie de Paris. Donc rentrons, mettre dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est cette atteinte à la vie privée sans le consentement d'autrui? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette idée Bien sûr. En droit? Alors tout d'abord, là aussi, il faut évoquer un autre principe constitutionnel. Parce que n'oublions pas, comme on l'a évoqué avant, que la liberté de religion, c'est quand même un principe garanti et tutelé par la Constitution. Et cette affaire-là exprime plus ou moins comment dire, la même situation, mais en prenant un autre principe constitutionnel, c'est-à-dire la liberté d'expression. Et encore plus, si nous voulons être vraiment très précis, la liberté d'expression dans les médias. Vous savez bien ce qu'il s'est passé au niveau médiatique. Donc, la première chose, qu'est-ce que c'est la liberté d'expression? Et puis après, on verra la liberté d'expression dans les médias. La liberté d'informer, finalement. La liberté d'informer, bien sûr. Alors, tout d'abord, la libre communication. Vous me l'enseignez, monsieur Vidal, vous êtes un journaliste brillantissime, je vous suis avec beaucoup d'amour. Mais, la libre communication des pensées et des opinions, croyez-moi, est un des droits le plus précieux au monde. Pourquoi? Parce que moi, je peux m'exprimer par rapport à mes pensées, je peux m'exprimer par rapport à mes opinions, et tout ça, ça manifeste, comme vous avez justement dit, la liberté des paroles, la liberté d'informer. Mais à partir du moment, ces libertés attendent à la vie privée, attendent à la dignité et à la moralité de la personne, et alors il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire ces principes garantis aussi par la Constitution, donc ces principes de liberté d'expression, il doit être objet d'une majeure tutelle. Pourquoi? Parce que je vais vous rappeler que même l'article 11 de la Déclaration des hommes et du citoyen, et on reprend toujours l'année 1789, donc on ne parle pas d'il y a 20 ans, hein, on parle quand même de la Révolution française. Qu'est-ce qu'il dit l'article dans son contenu, dans le mérite? Il dit qu'il faut un équilibre. Il faut un équilibre entre la liberté d'expression, la protection des citoyens et l'ordre public. Donc, je reviens à vos questions. À partir du moment que la liberté d'expression est en principe constitutionnellement protégée,
je peux exercer ces libertés d'expression dans les médias. C'est-à-dire, demain matin, je me fais un beau vidéo, je le poste sur YouTube, je ne suis pas quelqu'un qui commet une faute pénale. Mais, jusqu'à quel moment et avec quel type de limitation je ne commets pas une faute pénale à partir du moment que ma liberté de pensée, ma liberté d'expression soit équilibrée par rapport à la protection du citoyen, parce que je ne peux pas aller contre l'ordre public, mais je ne peux pas aller non plus contre le citoyen. Donc, il ne faut pas faire d'appel à l'insurrection, par exemple. Exactement, exactement. C'est-à-dire, je suis libre, dans le principe, M. Vidal, dans le principe, je suis libre de dire qu'est-ce que je veux, je suis libre de penser qu'est-ce que je veux. Mais ma liberté d'expression doit être quand même limitée, c'est-à-dire ne doit pas aller au-delà de la ligne, imaginons, c'est-à-dire ne doit pas aller au-delà d'une attente à l'ordre public. Si je suis dans une place et j'ai dit à tout le monde et à tous les concitoyens, ah, il faut aller contre, je ne sais pas, la personne qui est en train de discuter ou de parler sur un palque. Je ne vais pas parler d'homme politique ou n'importe quoi. Je décide d'insurger. C'est plus une manifestation des pensées qui respecte l'ordre public. C'est plus une manifestation des pensées qui respecte la liberté d'expression. Et donc là, on passe... Oui, pour vous, c'est la limite, là. Exactement. C'est la limite, c'est le borderline. Donc, comme il prévoit l'article 11, je vous répète... D'ailleurs, ça a été beaucoup débattu pendant les Gilets jaunes, vous savez, exact. maître. Ah oui. Et ben, sur les interpellations, il y a eu beaucoup... les ouais. avocats ont eu d'ailleurs, même les magistrats. D'ailleurs, j'ai eu une expérience directe parce que j'ai défendu des Italiens, Gilets jaunes, qui participaient aux manifestations. Et vous voyez là, pareil, chaque comportement, chaque modus operandi aux agenti du gilet jaune est différent l'un par rapport à l'autre. Pas pourquoi? Parce que chacun, comme j'ai dit au début de l'interview, exprime son droit subjectif. Donc, il y a le gilet jaune qui, justement, exprime sa pensée, sa liberté d'expression en respectant les autres, en respectant l'ordre public, en respectant la liberté d'expression. Mais il y a aussi des gilets jaunes qui se manifestent d'une façon agressive, d'une façon illégale, et donc qui vont au-delà exactement, au-delà de l'équilibre que normalement il doit se faire entre l'ordre public et la liberté d'expression. Alors, pour revenir sur la liberté d'informer les médias, cette affaire, effectivement, est-ce que, selon vous, les médias ont plutôt bien traité cette affaire? D'ailleurs, on rappellera que je crois qu'aucun média n'a, bien entendu, relayé la vidéo. Hein, ouais. Parce qu'on va en parler après du fait de relayer ou pas une vidéo comme ça. Mais pour les médias, Maître Perelli, oui, comment on traite une affaire comme ça? Question très pertinente, monsieur Vidal. Alors, là, pareil, on part d'un autre principe. L'attente à la vie privée. Parce qu'à partir du moment que je poste une vidéo sur Maître Perelli, et à partir du moment que ces vidéos manifestent Maître Perelli dans une situation intime, dans une situation pourquoi pas religieuse, ou dans une situation, comment dire, où il y a un minimum d'intimité avec sa femme, avec ses enfants, je suis en train d'attenter à la vie privée. Alors justement, pour être précis, parce que je sais que vous êtes suivi dans beaucoup de followers, alors il faut vraiment expliquer bien les choses. Vous savez, juste une petite digression pour notre lecteur, il y avait Dante Alighieri qui avait écrit un bouquin très intéressant, qui n'est pas la Divina Commedia, bien entendu, et qui n'est même pas très connu dans le monde entier. Ce bouquin s'appelle De Vulgari Eloquentia. C'est-à-dire que Dante Alighieri, déjà à l'époque du 1300, il disait que les gens devaient parler, se manifester avec un langage simple. Parce que vous savez, dans les années 1300, il y avait le latin. Ça, c'était la langue officielle. Mais le 90% de la population, il parlait le vulgaire. Donc, Dante Alighieri, il disait, il faut parler le vulgaire parce qu'il faut que tout le monde comprenne.
Et là, nous, ce soir, on va faire la même chose. C'est-à-dire, on doit faire comprendre à nos lecteurs qu'est-ce que ça veut dire atteinte à la vie privée. Alors, tout simplement, si moi je prends un code civil, hein, je vais vous lire effectivement ce qu'il est prévu dans le code civil français. En vertu donc de l'article 9 du code civil, toutes les personnes qui considèrent que son droit au respect de la vie privée a été atteinte peut porter plainte pour demander des dommages et intérêts. Mais quelle est justement l'atteinte à la vie privée? Comme elle se manifeste, l'atteinte à la vie privée. L'atteinte à la vie privée, justement, il se manifeste à partir du moment que je commence à enregistrer ou transmettre, sans le consentement de la personne, des situations ou des choses qui concernent des paroles prononcées, des pensées, pourquoi pas des pensées religieuses, ou éventuellement je vais enregistrer et transmettre, sans toujours le consentement de la personne, l'image de la personne privée, l'image de la personne en intimité, et même les lieux privés où la personne habite. Alors, tout ça, si vous voulez, représente a priori et dans un sens beaucoup plus général du terme, le respect de la privacy, le respect de la réservatesse. Donc, je peux tranquillement enregistrer et transmettre monsieur Nicolas Vidal qui est en train de passer une interview. Mais je ne peux pas enregistrer et transmettre monsieur Nicolas Vidal qui est en train de manger avec sa famille dans un lieu privé ou dans un lieu de culte. Donc on doit comprendre, maître, qu'un média, dans le cadre du média, un média qui aurait relié cette vidéo de façon efficace ou du moins expressive sur son site internet ou sur son internet, il aurait pu être poursuivi, le directeur de publication aurait pu être poursuivi même en tant que média. Donc là, la liberté d'informer s'affronte à l'atteinte à la vie privée. Et oui, parce qu'il voilà, pour qu'on comprenne bien pour les téléspectateurs. Bien sûr. Alors là, il y a une particularité parce que, si vous voulez, l'affaire de Coin, il prévoit qu'il y a un sujet, je ne vais pas faire les noms mais les prénoms, pour une question de privacy, même s'ils font partie de l'ordre public et de la communication publique, bien sûr, mais il y a quand même un sujet qui décide aujourd'hui de lancer sur YouTube une vidéo. OK? Donc, une vidéo qui représente un autre sujet qui est en train, pourquoi pas, de faire l'amour avec sa femme. Alors, je suis en train d'attendre à la vie privée. Pourquoi? Parce que je ne lance pas et je n'enregistre pas une vidéo qui concerne la personne, comment dire, dans une situation familiale normale. Non. Là, je transmets, j'enregistre quelqu'un qui est dans son domicile, donc déjà dans sa maison, qui est un lieu privé. Ouais, la sphère privée, oui. Exactement, mais n'est pas seulement ça, dans sa maison, mais je vais dans son, comment dire, dans sa chambre, c'est-à-dire dans le lieu où il dort avec sa femme, et qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est un viol de l'intimité. Voilà, donc ça, c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce que, pareil, on a déjà une normative communautaire qui protège la privacy, il y a une normative communautaire qui protège la réservatesse. Et alors le média, quel est le rôle du média? Ben, bien sûr, si moi j'enregistre monsieur Nicolas Vidal dans un aspect intime et je le transmets sur YouTube, ça devient difficile pour le média pour pouvoir gérer l'introduction et la transmission du vidéo. Mais si par exemple, moi je prends le vidéo et je le porte à RT France, comme à TF1, qui vont le publier, et alors là, il y a une faute pénale. Parce que justement, le média qui normalement aurait dû contrôler la qualité et le contenu du vidéo, je ne sais pas si par négligence ou pour mauvaise foi, l'a pas fait, et alors là, on déclenche une faute pénale. Donc, le média, il est protégé à partir du moment qu'il puisse prouver d'avoir contrôlé le contenu du vidéo, d'avoir contrôlé l'enregistrement. Mais si le média, il n'a pas ces possibilités d'intervenir et de contrôler, donc ça veut dire que moi, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo et je le poste sur YouTube, YouTube, c'est un panier. Donc, il n'y a pas, comment dire, le mec qui s'occupe de la sécurité ou qui s'occupe. Après, bien sûr, on rentre dans un autre discours. Mais là, au vu du caractère sexuel présupposé
de cette vidéo, parce que l'enquête est toujours en cours, on imagine mal un média prendre le risque effroyable de publier quelque chose comme ça. Non. Mais le média, déjà, il doit faire attention dans un contexte normal. Imaginez dans un contexte similaire, c'est-à-dire l'attente à la vie privée et surtout, dans ces cas-là, à la liberté intime de la personne. C'est quelque chose qui va. Donc, et je termine, en théorie générale du droit, nous avons la possibilité de se manifester, nous avons la possibilité d'enregistrer, nous avons la possibilité de transmettre. Mais tout ça doit être en rapport de conformité déjà avec les principes législatifs, européens, mondiaux, droits de l'homme, déclaration du citoyen, et surtout ne doit pas comporter un déséquilibre par rapport à la liberté d'expression et à l'ordre public. Et enfin, ne doit pas comporter un dommage à la personne. Parce qu'à partir du moment où mon action crée un dommage, je suis susceptible d'être assigné civilement ou éventuellement enquêté pénalement pour avoir attenté à la vie privée. Une question qui me semble intéressante. Qu'est-ce que risque quelqu'un, un individu lambda, qui relayerait cette vidéo sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, ou du moins sur les réseaux qui permettent de partager? Un kidam qui écoutez, matin, qui là, on passe la justement dans une faute civile et une faute pénale. C'est exactement comment on dit, le même ensemble de monsieur Piotr Pavelski, excusez-moi, je ne me rappelle pas très bien le nom des familles, mais dans ces cas-là, il y a une faute pénale. Donc la faute pénale, elle prévoit une peine d'1 an ou une peine même de 2 ans, une sanction qui peut aller de 30 000 à 60 000 euros. Tout ça dépend, comment dire, de la force de la transmission, c'est-à-dire jusqu'à quel point créer un dommage. Donc si ça fait un buzz, pour parler vulgairement, on risque plus que si la vidéo reste sur un cadre, on va dire un cadre... En tout cas, nous avons des sanctions civiles, des sanctions pénales. D'un point de vue du code pénal, on risque, pour l'enregistration, la transmission, jusqu'à 2 ans et jusqu'à 60 000 euros d'amende. Et c'est un peu la question que tout le monde s'est posée, mais pourquoi M. Piotr Pavelski, il n'est pas en détention provisoire? Tout simplement parce que la peine prévue ad substantiam dans le code pénal ne dépasse pas les 3 ans. Et donc, si une peine ne dépasse pas les 3 ans, le sujet ne peut pas être mis en détention provisoire. Et c'est pour ça qu'il est sous contrôle judiciaire. Exactement. Bon, merci beaucoup, Maître Ciro Perelli, d'avoir répondu à nos questions sur l'affaire Mila et sur l'affaire Griveaux, de l'avoir décrypté et de nous permettre de mieux comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui dans ces affaires très distinctes. Merci beaucoup, Maître. Merci.